Donc cet atelier est l'atelier qu'on a nommé des outils réflexifs émancipateurs et permettant de valoriser sa recherche, le portfolio et le carnet de recherche. Donc nous allons accueillir Magali Ruet qui va pouvoir se présenter dans quelques instants, et donc Dolly Ramala et Clara Destev interviendront également sur cet atelier. Donc je vais laisser la parole à Magali pour qu'elle se présente. Très bien, merci Elsa. Bonjour à tout le monde. Je vais vous partager mon écran. Donc, pour me présenter rapidement, moi, j'ai soutenu mon doctorat il y a 1 an et demi en didactique des langues et des cultures. Et mon thème de recherche était lié à la mobilité étudiante en Europe, en particulier les politiques linguistiques et éducatives et l'accompagnement des étudiants, en particulier les étudiants croates. J'ai fait mon doctorat à la Sorbonne Nouvelle, au sein du laboratoire du DILTEC, donc didactique des langues, des textes et des cultures. Aujourd'hui, j'y suis à TER. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un projet et d'une activité de recherche qu'on a faite avec d'autres doctorants de mon laboratoire ou de l'école doctorale, qui a consisté à écrire nos sociobiographies intellectuelles et à développer un portfolio qu'on a appelé le portfolio du doctorant réflexif. Et bon, éventuellement, on pourrait changer le nom, mais voilà, c'est l'idée de créer un portfolio qui permette d'introduire de la réflexivité dans notre parcours de doctorat. Alors, pour commencer, je vous invite à aller sur le site menti.com et dire entre 1 et 3 mots à quoi vous associez la réflexivité. Comme ça, on pourra peut-être comparer à la fin aussi avec votre nuage de mots, si on a un peu aussi la même vision de la réflexivité, et si éventuellement on pourrait aussi rajouter des choses dans ce portfolio, du doctorant réflexif. Quelques mots rapides sur l'origine de ce portfolio. Il y a eu un peu trois grands points qui ont fait qu'il a existé. Premièrement, un séminaire doctoral qui était intitulé « La recherche sociobiographique dans le champ du plurilinguisme et de l'interculturel », proposé et animé par Muriel Molinier en 2015. Et dans ce séminaire doctoral, Madame Molinier avait invité des enseignants-chercheurs qui ont présenté leur histoire de praticiens en situation interculturelle. L'idée, c'était de mettre en relief leur rapport à la pluralité linguistique, interculturelle, et de penser les dimensions à la fois scientifiques, politiques, éthiques, qui avaient mené leur choix, et donc ils étaient invités à nous raconter leur carrière intellectuelle, carrière universitaire. Ça nous a motivés avec un groupe de doctorants, donc une dizaine, de rédiger notre propre sociobiographie, autobiographie, où on analysait un peu notre parcours et pourquoi on était en thèse à ce moment-là. Donc, on a rédigé ces autobiographies, on se les a échangées, on les a lues, et puis on a ensuite analysé aussi à la fois ce qu'on avait écrit et puis l'effet que ça avait pu avoir sur notre travail. En même temps, au sein du département de français langue étrangère de la Sorbonne Nouvelle, il y a eu un projet, le projet phare, entre 2015 et 2019, donc formation et accompagnement à la réflexivité dans la recherche. Et l'idée, c'était vraiment de développer la réflexivité dans toute la formation d'enseignants de FLE, que ce soit du master jusqu'au doctorat. Donc de produire des textes réflexifs. Et c'est dans ce cadre-là que le portfolio est apparu, qu'on en a proposé un, surtout qu'il y a eu ce nouvel arrêté du doctorat en mai 2016 qui va un peu plus vers l'apprentissage de la réflexivité, ou en tout cas un accompagnement dans ce sens. Donc, par exemple, à l'article 3, il est mentionné que les écoles doctorales veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique. Et puis, à l'article 15, qu'il doit y avoir une constitution d'un
portfolio du doctorant, et dans l'article 12, qu'en plus de la charte signée en début de thèse par le doctorant et son directeur de thèse, celle-ci doit comprendre une convention de formation qui fait mention, entre autres, du projet professionnel du doctorant, des modalités d'intégration dans l'unité ou l'équipe de recherche, et le parcours de formation qui se retrouve en lien avec son projet personnel. Tout ça, ça a amené à notre école doctorale, donc c'était l'école doctorale 268, spécialisée en sciences du langage à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Cette école doctorale a rendu obligatoire un portfolio et un plan individuel de formation. Je reviendrai un petit peu plus dessus après. Donc, ce portfolio, il a donc été créé avec ces différentes étapes. Ce qu'il est important de retenir, c'est donc que c'est le travail d'une dizaine de doctorants, pas toujours la même équipe, en fonction des différentes étapes, ça n'a pas toujours été les mêmes doctorants. Mais donc, c'est vraiment un projet collectif qui est toujours en expérimentation. Puisqu'on a proposé ce portfolio, il y en a qui l'ont pris, ou qui en ont fait des parties et autres. Mais donc, c'est toujours quelque chose en construction et je pense que c'est aussi ce qui est intéressant, que ce soit quelque chose d'évolutif. On l'a conçu, ce portfolio, pour être une médiation entre, bien sûr, la formation doctorale et notre recherche en doctorat, mais aussi une médiation avec l'action. Alors ça, c'est peut-être un peu plus spécifique à ce groupe de doctorants, c'est qu'on est beaucoup à avoir des recherches-actions. Du coup, il y a toute une question aussi de notre implication, notre engagement, de notre impact sur, pas seulement dans la recherche, mais aussi sur le monde éducatif ou autre. Et donc, c'était important pour nous, dans cette idée de réflexivité, de faire comme ça une médiation entre notre formation, notre recherche, nos actions éventuelles, et puis bien sûr notre historicité, le parcours de vie professionnel, parfois plus personnel, que l'on avait pu avoir et qui nous avait mené là. Rapidement, les objectifs donc, de ce portfolio sont, ça peut être ces 5 que je mentionne ici. Donc, construire sa position de chercheur, ses choix théoriques, méthodologiques, revenir sur nos positionnements épistémologiques, être bien conscient du fait que ce sont des choix théoriques, méthodologiques et épistémologiques, et comprendre d'où viennent ces choix, pourquoi on les fait, dans quel but. Développer l'encouragement, l'estime de soi, l'émancipation, j'y reviendrai un peu plus tard. Il y a aussi un objectif clairement de planifier sa recherche, planifier son travail en règle générale, pas seulement sa recherche, mais arriver à planifier. Faire une place et rendre un peu plus formalisé, un peu plus visible la réflexivité et le bilan au fur et à mesure de notre parcours, de l'avancée de nos recherches, de notre formation, etc. Et puis, un dernier objectif, valoriser son travail et ses compétences dans le but aussi de préparer son insertion professionnelle par la suite. Donc, conscientiser aussi quels ont été, quels sont nos acquis, nos compétences et autres. Je vais revenir, donc maintenant je vais vous présenter plus spécifiquement chaque module du portfolio. On en a construit 6. Je vais surtout m'attarder sur le premier, mais on a donc ces idées de ces 6 modules proposés. Peut-être quelques précisions, quelques directions qui ont un peu sous-tendu tous nos choix dans ce portfolio. Déjà, qui puissent permettre de faire le lien entre le personnel et l'institutionnel. Donc, que ce soit un portfolio qui ait des écrits réflexifs qui nous
qui nous servent personnellement à construire notre recherche, qui soient pas forcément, on pourra en discuter peut-être, c'est pas forcément quelque chose que l'on rend visible par la suite, ça peut être aussi vraiment simplement du travail personnel, mais aussi un travail institutionnel dans le sens où on voulait pas on voulait pas que ça nous donne beaucoup plus de travail. Et on ne voulait surtout pas multiplier les travaux, sachant que notre école doctorale nous demande de rendre à la fin de chaque année un portfolio qui consigne tout ce qu'on a fait dans l'année, donc formation doctorale, colloques auxquels on a participé, auxquels on a assisté, charge d'enseignement ou autres. L'idée, c'était que de remplir notre portfolio puisse nous permettre ensuite, simplement avec un copier-coller, de pouvoir rendre ce portfolio aussi à l'école doctorale. Ça, et puis le plan individuel de formation qui est... mais j'y reviendrai un peu par la suite. Donc, ça, c'était un des principes. Et l'autre principe, c'était aussi de favoriser l'autonomisation, dans le sens où on souhaitait fournir un cadre pour aider à questionner et à développer sa réflexivité, mais en même temps, un cadre qui pourrait être approprié et surtout bricolé finalement par chacun en fonction de son cheminement personnel. Parce qu'on a tous des situations différentes, nos parcours sont vraiment singuliers, personnels, nos recherches sont différentes, on n'a pas tous les mêmes besoins et donc on a essayé autant que faire se peut d'avoir un cadre comme ça souple que l'on puisse adapter. Donc c'est vraiment avoir comme des pistes pour engager un travail réflexif et non pas comme un cadre strict avec des questions auxquelles il faut absolument répondre. Du coup, si je passe maintenant au module 1, qui concerne l'histoire du chercheur biographié et réflexivé. Donc là, l'objectif, c'est de rédiger sa sociobiographie intellectuelle pour porter un regard réflexif sur son parcours et sa recherche. Ceux qui suivront l'atelier 1 après, la suite de l'atelier 1, ce sera plutôt là-dessus que je vous proposerai de travailler. Pourquoi rédiger sa sociobiographie intellectuelle? Avant tout pour comprendre d'où viennent nos motivations, quelle est notre implication en tant que chercheur, quel est notre engagement, à différencier aussi de l'implication. Donc, écrire ce travail réflexif est vu comme un travail de décentration, mais aussi de centration pour regarder autrement notre travail et comprendre comment nous nous sommes formés, les différentes influences que l'on a pu avoir, dans l'idée de mieux les comprendre, de les exprimer et de pouvoir en tenir compte. Donc, c'est tout ce travail autour de l'objectivité du travail scientifique, avec l'idée qu'on ne veut surtout pas bannir la subjectivité, mais la reconnaître pour la prendre en compte et éventuellement pouvoir en tirer parti. Et aussi, peut-être d'autant plus qu'on avait beaucoup de recherche-action, aussi comprendre sa place, comprendre les différentes identités que l'on peut avoir. Par exemple, pour ma recherche, c'est vrai que j'ai dû aussi comprendre et analyser comment moi je me percevais entre chercheuse, praticienne, étudiante, les identités donc que je me donnais, les identités que les autres me donnaient et qui donc avaient une influence à la fois sur les données que je recueillais, sur les analyses que je pouvais en faire, etc. Et donc, il y a une vraie valeur formative et transformative de l'écriture réflexive. Alors, peut-être un petit point sur pourquoi sociobiographie intellectuelle. Ça, c'est plus spécifiquement moi qui appelle cet écrit réflexif sociobiographie intellectuelle. Il y a d'autres doctorants qui ont choisi de plutôt écrire leur biographie langagière, par exemple, ce qui est plus habituel en français langue étrangère.
Alors, pourquoi sociobiographie? Parce que bien socio et pas autobiographie, pour insister sur le fait que cette biographie est construite socialement, qu'on va parler d'aspects individuels de notre parcours. Ça peut être et souvent l'influence de notre famille, du milieu dans lequel on a grandi, mais que tout ça, c'est construit socialement et que ce n'est pas seulement individuel. Et puis, le qualificatif intellectuel, parce que c'est une écriture qui est centrée et orientée pour la recherche, vers l'intellectuel. Et non pas sur le trajet personnel, ou en tout cas que dans le sens où il nous donne des indications par rapport à notre formation intellectuelle. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait remarqué, qu'on avait analysé donc le travail autour de nos sociobiographies entre doctorants. On a chacun écrit individuellement nos sociobiographies. Ensuite, on se les a échangées, on les a lues, on les a commentées mutuellement, on s'est posé des questions. Et puis après, on a aussi analysé ce qu'il y avait dedans et quels effets elles avaient pu avoir sur nous. Et on a tiré un peu 4 grands effets ou 4 grands domaines: légitimité, cohérence, émancipation et intimité. Légitimité et cohérence qui vont ensemble puisque on effectue un travail réflexif de conscientisation du parcours du chemin parcouru, et qu'il y a un effet d'estime de soi. Car au final, on dresse une sorte de bilan de compétences, on conscientise nos forces et nos faiblesses. Il y a même un doctorant qui a vraiment fait comme un bilan de compétences dans la forme. Et donc, conscientiser ses forces et ses faiblesses, ça permet de travailler les points faibles, les compétences à acquérir, mais ça a plus souvent, de nos expériences, plutôt développé une sorte d'estime de soi, puisque ça reconnaît aussi certaines compétences que l'on peut avoir, une certaine cohérence de notre parcours qui n'est pas visible au premier regard, mais qui, quand on déroule le fil, devient plus cohérent. Et ça permet de légitimer en quelque sorte la place que l'on occupe, la parole que l'on peut exprimer. Et au final, on est assez nombreux à avoir plutôt vu ça comme un moyen de lutter contre ce syndrome de l'imposteur qu'on ressent assez souvent, en légitimant aussi notre place. Et en même temps, ça nous a permis aussi de voir quels étaient les manques qu'on pouvait avoir et construire ensuite notre parcours de formation. Ça permet aussi au niveau méthodologique de prendre conscience de toutes nos compétences et donc aussi de travailler notre pluridisciplinarité, parce que souvent on a été formé dans différents domaines, même si on en a un spécifique, et du coup en être plus conscient permet de plus l'intégrer à notre recherche, que ce soit au niveau de certains concepts, de certaines méthodologies ou autres. Il y a aussi une dimension émancipatrice, puisque avec un questionnement sur notre positionnement, une prise de conscience de ce qui nous a amené à entreprendre nos recherches, une prise de conscience sur l'influence de notre environnement social et linguistique sur notre parcours, et du coup, une prise de recul, une meilleure compréhension des choix que nous avions faits ou que nous faisons. Et en cela, nous pensons que ça développe une certaine éthique dans la recherche et nous aide à aussi comprendre la position que l'on occupe, ou celle que l'on souhaite occuper en tout cas. Dernier point sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est l'intimité qui revient toujours et ça fait l'objet de beaucoup de discussions entre nous sur quelle est la place de l'intimité dans nos biographies, quelle place on doit leur donner dans notre thèse ou pas. Et donc, ça n'a pas été facile parce que ce n'est pas non plus habituel. Il y en a qui ne sont pas allés jusqu'au bout parce qu'ils disaient qu'ils sortaient trop de leur zone de confort et puis qu'on arrivait dans une zone intime qu'ils ne voulaient pas partager non plus.
Et pourtant, je dirais que les textes qu'on a produits ne sont pas des journaux intimes, même s'il y a une part d'intimité, parce que, un, c'est orienté vers l'aspect intellectuel, et deux, ça utilise des outils scientifiques d'analyse. Par exemple, moi, formée en sociologie, j'ai utilisé beaucoup par exemple, les outils donnés par Bourdieu, comme l'habitus, les capitaux, etc. D'autres ont utilisé d'autres outils à leur disposition, mais du coup, on s'éloigne du journal intime. Enfin, et c'est vraiment pas un journal intime. Alors, je vais aller rapidement sur les autres modules, parce que comme ça, les collègues pourront intervenir sur le carnet de recherche. Le module 2, c'est plutôt, l'objectif, c'est de planifier son parcours de formation. Donc, c'est revenir sur ce dont on a besoin et faire la liste des différents, organiser son parcours de formation, décider dans quel séminaire doctoral on va suivre, dans quel colloque on va participer, etc. Ça a une fonction donc de planification, de réflexivité, puisqu'on regarde quels sont nos besoins, de co-construction, puisque c'est élaboré avec son ou sa directrice d'études, et puis de valorisation professionnelle par la suite. Le module 3, c'est le pendant, c'est le portfolio qui est demandé dans notre école doctorale, où là, on consigne les différentes activités scientifiques réalisées, donc les publications, les manifestations scientifiques, la formation doctorale, les activités didactiques, les mobilités qu'on peut avoir et autres. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a fait. Ça peut être aussi utilisé pour construire donc son portfolio, pour construire un CV. Par exemple, les publications, on peut directement les mettre dans notre CV HAL ou des choses comme ça. Et ça permet de faire le bilan, d'observer donc si la planification a été respectée, de mesurer le chemin parcouru, parce que parfois on a l'impression de ne pas avancer et que ça permet aussi de mesurer ça, et puis de réfléchir à ce que nous apporte chacune de ces activités. Voilà, l'idée, c'est toujours d'avoir ce point de vue réflexif aussi sur tout ça. Module 4, je ne vais pas revenir, c'est plutôt sur le cadre théorique, mais je pourrais laisser le PowerPoint et vous pourrez le voir. Journal de recherche, de terrain ou d'écriture, j'en parle un petit peu, même si les collègues vont le faire après, parce que là, ici, nous parlons de journaux qui sont purement privés et pas à donner, à lire, avec comme fonction une fonction cathartique, donc pour pouvoir aussi parfois se défouler, dire nos enthousiasmes, mais aussi nos frustrations, etc. Une fonction plus empirique sur notre recherche, et puis une fonction purement réflexive et analytique, parce qu'on peut aussi y revenir par la suite avec différents journaux, soit journal de terrain, si on a un travail de terrain, soit de recherche un peu plus générale, soit pourquoi pas de rédaction. Moi, je sais que je n'ai pas fait ça pour toute ma rédaction, mais pour une partie de ma rédaction, ça m'a été très utile de tenir un journal avec les différentes phases de rédaction, aussi les difficultés que je rencontrais, les choses qui m'aidaient ou autres. J'y ai jamais passé beaucoup de temps, mais du coup, ça m'a permis aussi d'accompagner cette rédaction. Et enfin, le dernier module, c'est la planification. L'idée, on ne sait pas très bien sur quel format le faire, mais l'idée, c'est de pouvoir essayer de faire face à ces deux difficultés majeures que sont la temporalité, dans le sens où on a une thèse à écrire sur le temps long et en même temps beaucoup de tâches plus courtes, comme l'écriture d'un article, d'une conférence et autres. Donc, comment articuler tout ça? Et puis, la diversité, parce qu'on a ce travail de recherche, ce travail d'enseignement, de travail, pourquoi pas complètement extérieur, de vie familiale aussi parfois. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à proposer un calendrier que l'on pourrait remplir en même temps que les autres modules et donner à voir les tâches, pas seulement les tâches, mais dans quelle phase de notre recherche on se situe.
Voilà, et quelques interrogations sur lesquelles on peut aussi parler. On se pose la question de savoir sous quel format le faire. Est-ce qu'un e-portfolio ou autre, ça pourrait être plus utile. À plus l'orienter sur l'après-thèse. Je pense que c'est quelque chose qui manque actuellement dans ce portfolio, peut-être en faisant référence au référentiel de compétences du doctorat pour préparer justement l'insertion sur le marché du travail. Ça pourrait être peut-être utile. Et puis la diffusion, à qui, là, je vous en parle aujourd'hui. C'est un peu développé aussi dans notre dé, bien sûr, mais voilà, est-ce que ça pourrait être utile de plus le diffuser, et d'avoir, encore une fois, c'était intéressant, ce travail en commun, et ça nous a aussi beaucoup apporté, un peu un travail, c'est des points sur lesquels on peut se rejoindre, même si l'on n'a pas les mêmes sujets de recherche, ce qui est souvent difficile entre doctorants, mais autour de ce travail réflexif, on a souvent des mêmes questions et en tout cas un questionnement intéressant à partager. Merci pour cette présentation. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez donc les noter dans la discussion et nous y reviendrons après l'intervention en fait de Dolly et Clara. Donc, je vais laisser la parole à Dolly et Clara qui vont intervenir donc, sur la partie plutôt carnet de recherche, donc qui va être en prolongement de ce qu'a pu évoquer Magali. Donc, voilà, avec Dolly, nous allons vous parler plus particulièrement du carnet de recherche. Alors, premier temps, en tant que doctorante, jeune doctorante, c'est quelque chose, moi, personnellement, qui m'a beaucoup attirée, le carnet de recherche. Donc, je me suis penchée un petit peu sur la question, savoir comment faire et déjà, qu'est-ce que c'était, comment faire. Et donc, c'est un petit peu, voilà, ce que nous allons aborder dans cet atelier. Moi, je n'ai pas encore de carnet de recherche. Je suis en train de mettre en place la procédure pour en ouvrir un. Et donc, voilà, moi, je vais vous présenter ce qu'est un carnet de recherche, pourquoi en faire un. Et ensuite, Dolly Ramella vous montrera des exemples de carnets de recherche qu'elle alimente. Alors, voilà. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un carnet de recherche? Donc, c'est un mode de communication qui s'apparente au blog, mais dans un contexte professionnel de recherche et qui est complètement intégré aux pratiques de communication liées à la recherche. Donc, c'est une citation de Pierre Mounier citée par Mélodie Faury sur son site Le Carnet de recherche. Donc, vous avez beaucoup de ressources sur Internet pour les doctorants qui vous expliquent un petit peu comment faire son carnet de recherche. On peut citer particulièrement EnThèse que nous avons consulté pour cet atelier et vous avez le lien en bas de la diapositive. Donc, pourquoi tenir un carnet de recherche? Dans un premier temps, c'est pour communiquer sur ses recherches de thèse avec la communauté scientifique. Ça permet aussi également de montrer l'évolution de sa réflexion tout au long de la thèse. Et donc, tout cela, ça fait gagner en visibilité. Et donc, toujours sur ce même carnet, le carnet EnThèse, des motivations supplémentaires sont citées. Et donc, on peut voir, par exemple, que ça évite l'angoisse de la page blanche, que ça permet de répondre à un besoin d'un espace réflexif sur le travail de thèse, qu'il s'agit d'un espace de liberté autour de la thèse. Et cela permet également d'écrire sur ce qui touche au sujet, mais qui ne sera pas dans la thèse. Et ça permet également de renvoyer vers des sources. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Magali juste avant. Elle expliquait qu'au niveau de la temporalité, on a quelque chose de très long qui est la thèse et des articles, des choses beaucoup plus temporaires. Et le fait d'avoir un carnet de recherche, ça permet d'avoir un rythme de publication. Donc, c'est pas la rédaction de la thèse, ce ne sont pas des articles scientifiques, mais ça permet d'écrire un peu un rythme un peu plus, un peu plus organisé, de se donner un rythme pour publier et pour écrire autour de la thèse. Et donc, nous passons maintenant à comment créer son carnet de recherche. Donc là, nous vous parlons des carnets de recherche de type hypothèse. Alors, c'est ceux qui sont le plus utilisés dans le milieu scientifique. Donc, vous avez un formulaire qui est disponible donc, sur cette page. C'est un formulaire à remplir en ligne. Et là, vous avez un document qui vous explique un petit peu comment le remplir et qui vous donne les grandes lignes. Donc, ce qu'on vous demande quand vous souhaitez ouvrir et créer un carnet de recherche, c'est tout d'abord un titre. Alors, ça paraît
logique d'avoir un titre de thèse, un titre de carnet de recherche, mais c'est vrai que on va dire que c'est un premier obstacle parce c'est limité à 50 caractères. Et donc voilà, il faut penser à quelque chose d'assez pertinent pour qu'on puisse avoir une idée de vos recherches et que ce soit quand même limité en 50 caractères. Donc, je sais que moi, personnellement, ça a été le premier obstacle. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre titre, on vous demande une présentation du projet éditorial, une petite accroche pour présenter un petit peu votre carnet. Et on vous demandera également la fréquence de publication. Donc, ce qui revient à ce que je disais précédemment, voilà, on vous demande de publier avec une certaine fréquence. L'intérêt d'un carnet de recherche, c'est qu'il soit quand même alimenté à un rythme assez régulier. Donc ensuite, une fois qu'on a son carnet, avant de créer son carnet, on peut aussi se demander que publier sur son carnet de recherche. Alors, on peut trouver plusieurs choses sur un carnet de recherche. On peut avoir un journal de bord de sa recherche, un journal de veille scientifique, des comptes rendus d'ouvrages ou d'événements scientifiques sous forme de billets courts, de billets longs et ou détaillés. On peut également avoir du contenu multimédia, des vidéos, des enregistrements. Enfin, on peut avoir énormément de choses. Et donc, il est également précisé que chaque carnet est personnel. Donc, il n'y a pas un exemple type de carnet, il faut quand même que ce soit adapté à votre travail de thèse. Donc, c'est à vous avec tous les outils que vous avez, donc qui sont mentionnés ci-dessus, les billets courts, la forme du journal de bord, avec tous les outils que vous offre le carnet hypothèse, c'est à vous de créer le carnet qui vous correspondra le plus. Et l'avantage d'un carnet de recherche, c'est que ça vous permet également de partager des doutes ou encore les obstacles rencontrés. Et cela permet de communiquer avec d'autres membres de la communauté scientifique en plus de valoriser ses recherches, ça crée également une communication au sein de la communauté scientifique. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Dolly pour qu'elle vous présente différents carnets de recherche. Alors, merci Clara. Donc, du coup, je vais vous présenter 4 carnets de recherche différents, 4 carnets hypothèses. Le premier, c'est celui qu'on tient justement avec Clara parce que c'est une création un peu collective avec l'équipe de recherche LIDIL. C'est un deuxième tout à fait différent parce que il est plus orienté vers le master où je travaille en tant qu'ingénieur pédagogique et où on s'est formé en fait avant de commencer la thèse. Ensuite, un troisième exemple, c'est l'exemple de Déclin Fleu. C'est un projet européen avec qui je participe aussi et qui a un lien très proche avec mon sujet de thèse. Et finalement, celui sur lequel je vais m'attarder un peu plus, c'est les carnets de recherche de Fluescape. Celui-là, il est plus, c'est celui qui a été le plus consulté parce que je l'ai commencé tout au début, c'est-à-dire la première année de thèse, j'ai ouvert ces carnets afin d'avoir un répertoire de tous mes travaux parce qu'on fait énormément de choses quand on est en thèse et à un moment donné, en fait, on commence à oublier. Donc, du coup, chaque fois que je participe à une manifestation scientifique, à une journée d'études, tout ce qui est en relation avec mon projet de thèse. Donc, moi, je travaille sur les Serious Games et donc, du coup, à chaque présentation, j'ai une présentation numérique à laquelle j'attache un article sur le site de Fluescape. Ça m'a permis d'avoir toute une liste pour ensuite, chaque fois que je dois éviter mon CV, comme le disait Magali tout à l'heure, ça me sert pour directement faire un copier-coller et avoir les dates exactes, tout le répertoire des productions, des présentations et tous les livres qui vont avec. C'est carnet de recherche qui m'a servi notamment pour donner visibilité à toutes les productions parce que, par exemple, j'étais invitée au Royaume de Bahreïn pour intervenir en tant qu'aignante parce que mon carnet de recherche était lu par l'ambassade de France Bahreïn. Donc, du coup, ils se sont intéressés à mon travail et ils m'ont invité à participer à une manifestation scientifique au début. Et ensuite, je suis revenue une deuxième fois pour former les formateurs FLE, donc en français langue étrangère,
Et ces deux manifestations ont donné lieu aussi à des articles qui sont répertoriés dans mon carnet de recherche, c'est-à-dire ces carnets, ils servent plus comme une vitrine. Donc, il y a aussi des liens qui renvoient vers d'autres sites. Et surtout, ce qui nous permet aussi, c'est de laisser toutes les présentations en format de diaporama et les formats en ligne diapos sur les sites aussi pour regrouper toutes nos ressources. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, oui, au début, c'était très compliqué parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire. Mais au fur et à mesure, on prend une certaine méthodologie de travail qui nous amène à toujours avoir les réflexes d'aller vers le carnet de recherche pour écrire quelque chose chaque fois qu'on fait une manifestation scientifique ou tout juste une intervention dans une journée d'études ou dans une journée de formation. Donc, ce qui nous permet d'avoir aussi un gros lot des ressources parce que moi, je travaille aussi avec des vidéos, des enregistrements, des diaporamas en ligne aussi, des images parfois, ça nous aide beaucoup. Et par exemple, là, on était un peu, on va dire, coupé par la situation sanitaire, mais par exemple, j'étais invitée aussi au Brésil et en Nouvelle-Zélande pour présenter mes travaux de recherche. Et malheureusement, on n'a pas pu le faire en présentiel, mais on a fait en distanciel grâce à Zoom. Et donc, notamment, on a fait des entrées dans ces carnets de recherche. Donc, du coup, ce qui différencie les 3 carnets de recherche qu'on vient de vous montrer, c'est le contenu qui est publié, mais en fait, les bases et les fonctionnements de chacun, c'est les mêmes parce qu'ils sont répertoriés sur ces grands réseaux hypothèses, ce qui nous sert aussi déjà à être répertoriés sur la base des recherches nationales et internationales. Donc, ce qui est un grand avantage pour nous parce que parfois, les sites de thèses, il est répertorié sur Google, mais il n'est pas très accessible. On ne connaît pas exactement le titre de notre thèse. Alors qu'ici, comme on a tout de suite à choisir des mots-clés pour ouvrir un carnet de recherche, on a déjà un répertoire par rapport aux sujets principaux de notre thèse. Donc, du coup, on entre dans un réseau un peu plus large. Et parfois, on a des visiteurs qui nous laissent des commentaires qui viennent d'autres carnets de recherche qu'ils ont déjà découverts dans le réseau hypothèse et dont nous, on n'avait pas des connaissances. Donc, il nous sert aussi à créer un réseau d'experts parce que il y a des fois où j'ai publié des choses juste pour avoir un avis de la communauté et j'ai reçu des conseils de comment résoudre des problèmes techniques dans mon cas parce que je travaille plus avec le numérique, mais des conseils aussi par rapport à la partie de rédaction, tout ce qui est les contenus de ma thèse aussi, des personnes et aussi des simples visiteurs qui veulent bien tester nos productions. Donc, pour moi qui fait un Serious Games pour ensuite les tester avec des apprenants. Et il me faut aussi des participants, des personnes qui ne connaissent pas du tout ma production pour voir si vraiment mon jeu, il marche ou pas. C'est lot des participants un peu inconnus, il nous sert grandement pour justement faire les tests et les bêta-tests avec un public qu'on ne connaît pas en fait. Donc, il n'y a pas des points négatifs à notre carnet de recherche. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, je commence l'expérience de la thèse. Donc pour le moment, je n'ai pas encore mon propre carnet, mais comme l'a dit Dolly, on a déjà travaillé toutes les deux, par exemple, sur le carnet de recherche du laboratoire de l'IDIL. Et c'est vrai que au début, ça peut paraître impressionnant, mais finalement, la plateforme hypothèse est quand même assez bien faite et on arrive à prendre les carnets en main assez rapidement. Et une fois que le carnet est pris en main, derrière, c'est que du positif. Donc, il faut se lancer, mais ça en vaut la peine. Donc là, voilà, vous retrouvez la biblio Weibo de tout ce qui a été présenté donc, dans le diaporama. Et donc, je vais laisser la parole à Elsa. Merci. Je vous remercie pour
C'est 3 présentations qui se complètent. Donc là, on vous propose un temps d'échange. Donc, si vous avez des questions, on peut faire comme ce matin. Vous pouvez en faire part dans la discussion ou lever la main. Et puis, nous gérons les prises de parole. Alors, il y avait eu une remarque, alors je ne sais pas si de Pierre Chambon qui nous disait, qui faisait une référence sur l'item 1. Je ne sais pas si Magali a pu prendre connaissance. Oui, j'ai vu. Oui. Et tout à fait. Enfin, c'est vrai que moi, je travaille aussi en français langue étrangère beaucoup sur l'approche biographique. Et c'est aussi lié à tout ça. Après, du coup, c'est lié à cet apprentissage biographique et ce qu'on appelle la sociobiographie intellectuelle. Du coup, oui, ça fait partie du même champ du même principe en tout cas. Voilà, c'est vrai qu'en français langue étrangère, on utilise beaucoup la biographie langagière pour voir vraiment notre rapport aux langues, la façon dont on a construit notre identité par rapport aux langues, etc. Et là, on déplace finalement la question sur l'aspect plus intellectuel que forcément langagier, et encore que ça dépend aussi de nos sujets de recherche. Et bien sûr, oui, Rémi S sur le journal de recherche. Et aussi Louraud, qui a écrit beaucoup sur le journal. Donc, on voulait aussi vous partager le nuage de mots-clés aussi. Et puis après, n'hésitez pas si certains d'entre vous avaient fait cette démarche de portfolio, carnet de recherche, de nous partager votre expérience. Il y a une question qui demande si le portfolio est un outil qui est joint à la thèse. Alors non. Enfin, justement, c'est une grande question et on est en train avec une collègue, on travaille un peu là-dessus pour voir aussi qui publie des parties de sa sociobiographie intellectuelle dans sa thèse. Je sais que, par exemple, je l'ai fait. J'en ai mis une petite partie pour expliquer quel était mon point de vue, d'où je parlais, exprimer ma subjectivité. J'ai des collègues qui ne l'ont pas du tout fait, qui se sont vus reprocher de ne pas le faire, par exemple, de ne pas plus expliciter leur positionnement. Et d'autres qui se sont vus reprocher de le faire parce que ça ne se fait pas de parler au jeu. Donc, je crois que c'est une grande question aussi, à quel point on montre, on donne à voir cette partie réflexive ou pas dans la thèse, dans le document final. Mais en tout cas, le portfolio n'est pas conçu comme quelque chose à joindre à la thèse. Enfin, ce portfolio-là, Magali, puisque quand même l'arrêté stipule qu'il est attendu un portfolio de compétences. Mais c'est forcément joint à la thèse parce que je sais que normalement, nous maintenant à l'ED, on doit donner au mois de juin, on doit donner notre portfolio de l'année et que ça sert à valider ensuite le doctorat, mais par contre, il n'est pas… Pour votre école doctorale, c'est chaque année. Pour l'école doctorale ELIC, pour le moment, mais ça pourrait changer, c'est pour la soutenance. C'est pour justement… L'arrêté stipule que c'est pour la soutenance. C'est un document à fournir comme le manuscrit de la thèse. Et bien en plus, il y a aussi un portfolio, mais un portfolio de compétences. Donc, c'est pas exactement peut-être tout à fait le même que le portfolio j'ai marqué le mot socio-biographique que vous proposez, qui est effectivement peut-être plus introspectif. Alors, vous avez utilisé le mot réflexif, mais peut-être qu'il est surtout plus introspectif que le portfolio de compétences tel qu'il est demandé par l'arrêté ministériel. J'ai l'impression que l'arrêté, je me trompe peut-être, mais je crois que l'arrêté ministériel ne précise pas vraiment finalement la forme que doit prendre le portfolio. Non, pas la forme, effectivement, la forme est très libre, mais par contre, il y a quand même un certain nombre de compétences qui sont visées, des compétences de niveau de doctorat qui sont visées et donc qui sont un peu attendues, j'imagine, aussi dans ce type de portfolio final. Mais certainement que votre manière d'aborder la réflexion autour de ces portfolios est tout à fait opérationnelle aussi pour un portfolio de compétences. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Mais peut-être qu'il y a des catégories de compétences que là, en tout cas, vous n'avez pas montrées, qui sont attendues dans le descriptif.
Et peut-être un mot, si je peux encore parler, Elsa, sur les carnets de recherche qui ont été présentés. Attention tout de même, là, ce sont des carnets de recherche assez collectifs, du coup. Hein. Donc, il y en a un, c'est celui d'une unité entière, l'autre d'une formation. Et même le Flowscape, c'est beaucoup d'Oli qui s'en occupe, mais il est aussi très collaboratif. Il existe des carnets de recherche très individuels aussi, qui concernent vraiment un sujet de thèse, un doctorant, un projet. Alors là, des exemples comme ça n'ont pas été montrés, mais peut-être qu'il y a des doctorants présents qui développent eux-mêmes des carnets de recherche sur Hypothèse ou sur d'autres plateformes. D'ailleurs, on ne connaît peut-être pas toutes les plateformes internationales qui existent, et comme il y a beaucoup d'étudiants internationaux, peut-être qu'ils ont d'autres possibilités dans leur pays ou dans leur université chez eux. Donc, c'est peut-être intéressant de savoir ça. Est-ce qu'il y a moyen de savoir ou de demander, Elsa, combien de doctorants présents ont un carnet de recherche sur une plateforme publique, disons? On peut demander, là actuellement on n'a pas, moi j'ai pas accès à un outil de sondage, je pense là dans Zoom, mais par contre dans la discussion, si des personnes peuvent indiquer qu'ils en disposent d'un et du nom si Ils aimeraient bien un, par exemple, c'est des bonnes réflexions à avoir aussi. Est-ce que les unités de recherche aussi mobilisent un peu les doctorants dans ce sens ou pas? Finalement, je peux parler pour l'IDIL, puisque Clara et Dolly sont à l'IDIL, et donc elles ont présenté des carnets de l'IDIL, mais individuellement, on n'a pas du tout encore commencé à pousser les doctorants, disons, à rédiger leur carnet individuel. Et comme l'a dit Clara, c'est pas si facile de se lancer. Donc peut-être qu'il faut, justement, peut-être que c'est bien de commencer par des carnets collectifs au sein d'une équipe pour éventuellement, quand on est un peu plus avancé dans son travail de recherche, comme Dolly maintenant qui est plus avancée aussi, eh bien on peut se lancer aussi à construire son propre carnet. Alors bon, il faut faire un peu de rétrospectif, mais c'est pas très difficile non plus. Donc c'est pour ça qu'on propose là une continuité de cet atelier 1 là, de 15h à 15h45 pour permettre, là déjà il y a une quinzaine de personnes qui se sont inscrites pour voir un petit peu de manière plus pratique comment ça se passe et comment on se met aussi en posture de réflexion. Et puis, ce qu'on a proposé, et on remercie Magali, c'est entre mai et juin de réorganiser aussi cet atelier-là. Donc, si plus tard cette envie vous vient, vous pourrez également, on diffusera via la liste de diffusion de l'ELIC aussi cette possibilité de suivre un atelier dans un autre temps. Voilà. Et puis après, ça pourra, en effet, comme l'a dit Elisabeth, peut-être une réflexion plus globale au niveau de l'école doctorale ou dans les laboratoires aussi, de proposer peut-être des formations autour du portfolio, et on a bien vu toute la diversité des formes qui peut le prendre. Et puis, comme l'a dit si bien Magali, je pense que c'est à chacun de s'emparer justement de cette forme, et pour pas que ça soit une surcharge, mais que ça soit vraiment une aide à la fois dans sa réflexion et puis dans son travail de recherche. Et puis, on a bien vu qu'avec Dolix, c'était quand même, finalement, on en récoltait quand même des fruits sur cette vitrine qui était proposée, et puis sans doute des opportunités aussi de communication, d'échange, et puis de valorisation. Et je vous invite à prendre connaissance du commentaire dans la discussion de Pierre Chambon. C'est vrai comme l'a indiqué Magali, là, le fait de laisser en effet des traces, de prendre note, parce que Magali était plutôt sur un outil portfolio et non e-portfolio. La différence étant le E de électronique, donc un carnet de recherche tel qu'on vous l'a présenté sur Hypothèse et en ligne, alors que l'histoire du portfolio, et notamment en santé, parce qu'en santé, ils utilisent beaucoup de portfolio et quelque chose de papier en fait. Et voilà. Donc ça relevait bien en effet cette idée du papier et puis qu'on peut lier les deux en effet.
Et il y a une autre piste proposée par Muriel Blas sur le faire sur un Padlet, donc qui est un outil en ligne aussi qui permet en effet d'insérer différents types de ressources et d'écriture aussi. Bonjour. Les questions qui ont été abordées sont très intéressantes, surtout sur la dimension réflexive, qui est d'autant plus stimulée, je le constate moi dans les séminaires doctoraux, quand on est en groupe, en collectif, évidemment dans un cadre sécurisant et bienveillant, comme on dit. Et je pense que la question de l'emploi du je ou du nous institutionnel dans la rédaction, elle va dépendre peut-être de son objet de recherche et puis du cadre dans lequel on se situe. Moi, je me situe dans les sciences de l'éducation et de la formation. Évidemment qu'il y a la dimension réflexive pour les sujets que j'accompagne et puis pour part, peut-être que cette dimension-là, elle est à argumenter d'entrée de jeu. Alors, j'avais autrement une autre question par rapport à Elisabeth, en tant que représentante d'ELIC. Vous avez donc mentionné le fait qu'il fallait fournir avec l'écrit de thèse un portfolio. Je voulais savoir s'il y avait un formulaire type à respecter, comme il y a une couverture pour le document de thèse. Merci. Oui, alors là, je peux répondre parce que pour le moment, non. Il y a, c'est à vous d'être autonome et un peu aussi dans la prospection finalement de ce qu'on peut faire. Il y a quelques modèles, je crois, sur le site d'ELIC, mais ça reste des modèles. En revanche, il est vrai que on est beaucoup interrogé par les différents comités évaluateurs des écoles doctorales à ce sujet, et donc le conseil de l'école doctorale a commencé à réfléchir déjà à un portfolio ELIC, disons, avec quelques attendus possibles. Et donc, ce travail est en cours et il sera fait avec en partie les doctorants élus du conseil de l'école doctorale et puis d'autres doctorants qui voudraient bien s'associer justement à cette réflexion sur un portfolio ELIC. Au même titre, vous voyez que ce que Magali nous a présenté au sein de son école doctorale à Paris 3, eh bien là, on voudrait mettre en marche aussi ce type de réflexion sur le document ELIC, disons, à fournir. Mais pour le moment, vous êtes libre. Il n'y a pas de document. Ok, merci Elisabeth. Donc, on vous remercie toutes les trois pour votre intervention. Bonne continuation et puis à tout à l'heure, tous ensemble sur l'atelier 3.